Une primitive se crée en cliquant ici dans Polymodeling et en la choisissant, mais on en trouve d'autres également. Dans Create Polygon Primitive, nous avons tout cela. Les trois outils principaux d'un logiciel de modélisation sont Move, Rotate et Scale. Nous devons impérativement en connaître les raccourcis clavier, W pour Move, E pour Rotate, R pour Scale. Dans un objet, nous avons deux niveaux, le niveau objet, où quand on clique ici et que l'on rentre dans un des trois, on passe en mode sous-objet. Les modes de sélection sont un simple clic quelque part sur une face, ou alors une petite zone de sélection, un cliquer glisser. Attention, il peut sélectionner des choses derrière. Pour éviter cela, on peut faire soit la touche Tab et passer sur les faces qui nous intéressent, soit sélectionner, puis avec CTRL, appuyé, désélectionner la zone qui a été sélectionnée par hasard. Si je déplace un point, un vertex, sur un autre exactement, si je sélectionne avec un simple clic, je vais prendre un des deux points. Si je veux prendre les deux points l'un sur l'autre, il va falloir que je fasse un petit rectangle de sélection. Pour ajouter à la sélection, on va faire CTRL et SHIFT. La touche SHIFT seule permet de faire plus quand c'est moins, mais moins quand c'est plus. Le plus absolu est donc CTRL et SHIFT. Pour faire moins, ça sera CTRL. Pour sélectionner un loop, ici en mode face, je sélectionne un premier polygone, je viens sur un polygone adjacent, j'appuie sur CTRL-SHIFT et je double-clique. Je peux faire pareil avec un ring de polygone, j'en sélectionne un premier, je viens sur un adjacent en dessous, CTRL-SHIFT et je double-clique. Ça marchera pareil, à peu près, pour les autres sous-objets. En mode Edge, je double-clique simplement. Il reconnaît tout de suite, forcément, la continuité de la ligne. Pour sélectionner d'un endroit à un autre, sans avoir tout le tour, je sélectionne un premier, je viens sur le dernier, je fais CTRL-SHIFT et je double-clique. Pareil en mode face. Je sélectionne le premier, le dernier, CTRL-SHIFT, double-clic. Une sélection d'un sous-objet, comme un vertex, peut se transformer en une autre sélection. CTRL, clic droit, to faces, tous les polygones touchant ce vertex ont été sélectionnés. On peut augmenter une sélection, agrandir à tous les sous-objets adjacents, en faisant Shift et la touche plus grand que, plus petit que, appelée touche chevron. En faisant uniquement la touche chevron, on diminue la sélection. Et à fur et à mesure qu'on fait des opérations sur un objet, des extrusions par exemple, l'historique de Maya dans la channel box se charge. De temps en temps, il va falloir penser à alléger cet historique en l'écrasant. Ça se passe ici, Delete History. On va en profiter également de temps en temps par faire Freeze Transformation et le faire systématiquement avant un export d'un objet. Ce Freeze Transformation permet de mettre ce que l'on appelle le transform à la taille du mesh. Un outil peut se snapper sur la grille en appuyant sur X, puis en
saisissant l'objet par un de ses axes ou par tous les axes. Pour faire la même chose sur un vertex, par exemple, pas par exemple, c'est toujours sur un vertex, on appuie sur V, on saisit soit un axe, et on aligne donc ici le centre de l'objet sur ce vertex, soit on saisit tout l'objet et on vient le snapper sur un vertex, donc V, on saisit l'objet et on vient le déplacer sur un vertex. Et si on veut aligner deux objets, on déplace d'abord le centre, le point de pivot, le gizmo de notre objet. Pour ça, on fait D. Ce D nous met le point de pivot libre. Ensuite, on appuie sur V parce que ce point de pivot, on va vouloir le snapper sur un vertex. Ici, par exemple. Maintenant, je veux revenir en mode normal, donc je réappuie sur D. Maintenant, j'appuie sur V. J'attrape tous les axes de mon objet et je viens les positionner sur le second. Pour recadrer ma vue, j'utilise le F. On peut détruire une face ou plusieurs faces en la sélectionnant et en faisant supprime. On peut faire la même chose avec des edges, mais attention, ici, avec la touche supprime uniquement, le vertex reste. Ce qui nous donne des topologies qui peuvent avoir des erreurs. Pour supprimer un edge, il faut plutôt le sélectionner, puis faire CTRL supprime. Ici, si je passe en vertex, je vois que le vertex a disparu. Quand on crée une primitive, le gizmo que l'on a quand on a Move, Rotate ou Scale est en général orienté comme le monde. Ici, les axes suivent bien les axes du monde. Si je fais une rotation, par exemple, de mon cube, et que je reviens en Move, je vois que l'axe n'est plus comme le monde, mais comme l'objet. Cela peut se modifier. Il suffit d'aller ouvrir les options de l'outil. Donc, c'est l'outil que vous avez utilisé, que vous utilisez tout de suite. Et on voit ici que son axe, donc du move, est orienté comme l'objet. On peut changer cela. On peut le mettre par exemple comme le monde. Et vous voyez qu'ici, le gizmo maintenant est redevenu, ne tient plus compte de l'orientation de l'objet. Attention, ceci n'est valable que pour le move, pour l'outil qu'on a tout de suite sélectionné. Les trois outils, Move, Rotate et Scale, ont leur propre orientation. Ici, vous voyez, le Rotate est en mode objet, alors que le Move est en mode World. Quand vous vous apercevez que votre outil, Move, Rotate ou Scale, ou un autre d'ailleurs, une autre fonction, a un comportement étrange qui n'est pas comme d'habitude. Par exemple, ici, vous voyez, je me déplace, mais il a l'air de se déplacer de point de la grille en point de la grille. Avant toute chose, avant d'aller chercher des choses compliquées, réouvrez l'outil que vous utilisez. Donc ici, c'est pour Move et Rotate et Scale, c'est ici. Pour un outil qui serait un de ceux-ci, ça sera un double clic. Et faites un reset. Ici, vous voyez le fait que ça se déplace de 1 en 1, c'est dû à Step Snap qui est passé en relatif. Ça arrive assez souvent avec des raccourcis clavier que l'on fait par hasard. Si je fais Reset Tool, il va revenir à sa configuration d'origine. C'est la première chose à faire pour corriger un problème. Dans un objet, dans une topologie, il arrive que l'on ait un trou à un endroit dans un objet, par exemple à la suite de manipulation. Un trou peut toujours se boucher. En double-cliquant sur les edges, vous allez forcément sélectionner tout le bord du trou. Si on fait Mesh, Fill All, on rebouchera ce trou.
Attention, cependant, faites attention que les géométries créées avec fill all soient bien des quads. En effet, une topologie doit toujours avoir 4 côtés, 4 sommets, 4 vertex, ou alors 3. À la fin de notre travail, 3 ira. Pendant le travail, il est nécessaire de garder le plus possible des quads, des polygones à 4 sommets. C'est beaucoup plus facile pour modéliser. Une des fonctions les plus utilisées en modélisation, c'est l'extrusion. Souvent, on extrude des faces. CTRL E pour l'activer. On peut faire de plusieurs façons. On peut tirer sur le gizmo pour extruder la face. La face se déplace et la géométrie qui le relie à son origine se crée. La fenêtre qui apparaît lors de l'extrusion permet plusieurs choses, par exemple de rajouter des divisions. Elle permet également de faire la même chose de façon numérique. La petite horloge, entre guillemets, qui se trouve ici, va définir l'intensité de votre déplacement. S'il est tout petit, mon thickness se fait de façon très fine. S'il est très grand, le thickness se fait de façon très rapide. L'offset sert à une opération très fréquente. J'ai sélectionné la face, fait CTRL E, et maintenant mon offset, je vais réduire la petite horloge. Je vais faire exactement la même chose. Réduire ma face et créer la géométrie qui va à l'origine. L'extrude est souvent piégeux dans Maya. Il est très fréquent que l'on fasse un extrude, puis qu'on recommence cet extrude. Ainsi, on a créé 2 extrudes l'une sur l'autre. Faire bien attention à ça et essayer de détecter ce genre de problème. Je peux reconnaître ce genre de problème en sélectionnant les vertex, en faisant un petit cadre ici, à cet endroit. Je vois que j'ai 2 vertex sélectionnés et non pas un comme il semblerait. Effectivement, la première extrusion est restée sur place. Si vous voulez afficher ces informations ici, notamment le nombre de vertex ou sous-objets sélectionnés, vous allez dans Display, Head Up Display, et vous sélectionnez Poly Count. Vous pouvez aussi paramétrer les informations qui s'affichent avec le petit menu ici. Il y a une autre façon de faire des extrusions. Je supprime une face et je peux extruder des edges. Je peux les extruder de façon normale avec CTRL E, mais je peux aussi les extruder beaucoup plus rapidement. Je le sélectionne, je prends Move, et quand je déplace le edge, j'appuie sur Shift. Ça va permettre comme ça d'extruder très rapidement. Le multicut est très utilisé. Je peux le sélectionner en allant le chercher ici. Je peux aussi le sélectionner en faisant un Shift clic droit, Shift clic droit ici. Le multicut dans sa fonction la plus simple permet d'aller d'un vertex à un autre vertex, d'appuyer sur Entrée ou un clic droit pour créer un nouvel edge. On peut aussi le faire, bien sûr, sur des edges, en faisant très attention, bien sûr, à ne pas créer de n-gone, c'est-à-dire des polygones qui auraient plus de 3 ou 4 côtés. Si je fais ça, bien entendu, ici par exemple, j'ai créé un n-gone qui a 5 sommets. Donc si je veux faire cela, je peux, mais il va falloir penser
à réparer tout ce que ça a généré comme erreur. Le multicut est utilisé aussi pour faire ce qu'on appelle un insert edge loop, c'est-à-dire découper un ensemble de faces en un coup. Pour faire ça, il suffit d'appuyer sur CTRL. On a alors tous les quads qui sont adjacents et qui se suivent, qui peuvent être découpés en un simple clic. Mieux encore, on peut vouloir les couper, mais à une distance, à un pourcentage exact, c'est-à-dire par exemple exactement en leur centre. On appuie donc sur CTRL, puis sur SHIFT, et là on sent que la découpe se snap à des endroits logiques, et on reconnaît assez simplement le centre de nos faces. Pour créer de la topologie, on aura besoin parfois de relier des faces, des edges entre eux. Pour faire ça, on peut sélectionner un edge avec CTRL-SHIFT, on ajoute un autre edge qui est en face et on peut aller faire la fonction bridge ici. Il va nous créer la face. Il nous la crée intelligemment puisqu'ici, il n'y a pas deux edges, l'ancien puis le nouveau qui sont l'un sur l'autre, mais bien un seul edge. On ne peut pas, si je fais un autre objet, ici, en face, je ne peux pas relier une face à une autre face d'un autre objet, d'une autre entité. Ici, si je crée un trou, par exemple, et qu'en face, dans cet objet, je crée un autre trou, si je voulais relier ces deux faces avec un bridge, je ne pourrais pas le faire tel quel, puisque j'ai deux entités, deux objets distincts. Pour faire ça, il faut que je sélectionne d'abord mes deux objets et que je les combine. Le fait de combiner met les deux objets dans la même entité. Visuellement, on a deux objets, mais en fait, en vérité, on n'en a qu'un. Maintenant, je pourrais tout à fait faire un bridge. Bien sûr, pour que le bridge fonctionne, il faut que j'ai autant de edge sélectionnés d'un côté que de l'autre. Ici, par exemple, si je fais double-clic pour sélectionner tous les bords du trou, puis que j'ajoute avec un double-clic tous les bords de ce trou-là, si je fais bridge, il va fonctionner puisqu'il a 4 à l'origine et 4 à la cible. Il arrive des fois qu'il ait du mal à reconnaître les correspondances entre les edges. Par exemple, il va aller faire un pont entre ce edge et non pas celui-ci, comme il devrait. Si ça vous arrive, il suffit d'aller, je pense que c'est l'offset, j'ai du mal, je ne sais plus, excusez-moi. Oui, voilà. Vous voyez, l'offset vous permet d'aller chercher la bonne cible. Donc, si vous n'avez pas quelque chose de cohérent, pensez à Bridge Offset pour tourner et aller chercher ce que vous voulez exactement. Quand on a besoin de souder deux points, on peut utiliser les merge ou weld. La première façon de faire, c'est quand on a deux points et on veut qu'ils se soudent, donc que ça ne devienne plus qu'un point. Vous voyez ici, j'ai deux vertex sélectionnés. Je ne veux qu'il n'y en ait plus qu'un à la distance, à la moitié exacte des distances. Je vais aller cliquer sur la fonction ici merge. Ici, les deux points sont donc venus se souder au centre. Il peut vous arriver que, je vais essayer de le faire entre celui-ci et puis un qui est très loin, enfin le plus loin que je puisse. Il se soude quand même, c'est pas assez grand comme distance, mais vous allez voir des fois, malgré le merge, les deux points ne vont pas se souder.
si vous n'avez pas fait d'erreur, si ce n'est pas quelque chose qui est insoudable, alors c'est peut-être que la distance ici est trop faible. Vous pouvez monter cette distance. Et ici, vous avez un 1, on a l'impression qu'on ne peut pas monter au-delà. Mais je peux tout à fait sélectionner ici et mettre une valeur supérieure. Attention, c'est un peu trompeur, ça pourrait laisser penser que 1 est le maximum, mais en fait, ça n'est pas le cas. La deuxième façon de souder deux points, c'est quand on en a un et qu'on veut que celui-ci vienne à un endroit précis, sur un autre précisément. Là, il vaut mieux utiliser la fonction targetWeld. Cette fonction permet de saisir un premier point et d'aller, en laissant appuyer, sur la cible. Le point s'est déplacé et est venu souder. En effet, si je sélectionne via un petit rectangle de sélection, je vois bien qu'il n'y a que un vertex et non pas deux. Ce qu'il ne faudrait pas bien sûr confondre avec le fait de prendre un point, d'appuyer sur V et de le déplacer ici. Visuellement, on a exactement le même résultat, mais si je fais un petit cadre, je vois bien que j'ai deux vertex. Ils ne sont pas soudés, c'est deux vertex l'un sur l'autre. Des fois, il nous arrive de modéliser la moitié d'un objet pour nous simplifier le travail. On aurait pu utiliser la fonction symétrie, mais j'ai tendance à la déconseiller, car la fonction symétrie a ses limites et très vite on se retrouve embêté. Je préfère modéliser la moitié de mon objet, puis ensuite, je prends Move, venir déplacer le point de pivot sur un vertex au bord de cet objet. Donc D pour déplacer mon point de pivot, V, je prends le point de pivot et je le mets sur n'importe quel vertex qui est parfaitement au bord de mon objet. Je réappuie sur D pour finir la manipulation. Je vais ensuite dupliquer mon objet. CTRL D. Ici, j'ai donc deux modèles l'un sur l'autre. Je fais un CTRL Z. J'oublie pas de détruire l'historique et de Freeze Transformation. Attention, bien sûr, maintenant, je ne recentre pas le point de pivot pour l'instant. Je veux qu'il reste ici sur le bord. Je vais ouvrir la Channel Box. Et suivant l'axe qui m'intéresse, ici, vous voyez, c'est sur X, je vais aller faire la valeur -1. Ça m'a dupliqué l'objet et ça l'a mis en sens inverse, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai maintenant deux entités qu'il faudra que je réunisse en les combinant, puis que je soude tous les points, par exemple avec Merge. Une chose qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup. Je supprime ce modèle. J'aurais fait la même chose, mais ici j'aurais pris les faces de cet objet, toutes les faces de cet objet, et j'aurais fait la même manipulation. Ici, ça pourrait se ressembler énormément comme manipulation, et en plus ça nous éviterait de combiner. Mais ça serait une manipulation fausse, car les polygones risqueraient d'être inversés. Les normales ne seraient pas dans le bon sens. En parlant de normale d'ailleurs, une normale qui est dans le mauvais sens, donc un polygone dans le mauvais sens, apparaît noir. Quand on veut inverser un polygone, on le sélectionne, on va dans Mesh Display et on va sur Reverse. Le fait de faire Reverse inverse la normale de votre face. Donc quand ça vous arrive d'avoir un objet noir, en général, souvent, c'est que la normale est inversée. On le sélectionne, Mesh Display, Reverse. Quand on a un objet très carré, on peut vouloir qu'un passage d'une face à une autre face paraisse dur et non pas douce. Par exemple ici, vous voyez, on a l'impression que ça passe de façon très douce. Et moi, j'aimerais que l'aile soit nettement détachée ici du capot. A contrario, ici, vous voyez, j'ai comme une ligne, une transition nette
que je ne désire pas car ce capot est complètement rond et je ne veux pas cette transition nette là. Cela se gère via les soften et harden edge. On peut décider qu'un edge paraît dur ou paraît souple. Ici, par exemple, si je prends les edges qui tout de suite paraissaient durs, si je les sélectionne, que je vais dans Mesh Display et que je fais Soften Edge, le modèle va un peu se transformer et ici, je ne vois plus la ligne. Elle paraît douce. Ici, par exemple, vous voyez, on voit ici comme s'il y avait un polygone qui apparaissait plus que les autres. C'est dû à la même chose. Je vais sélectionner tous ces polygones de contour, tous ces edges de contour, pardon, Mesh Display, Soften Edge. Maintenant, si je désélectionne tout, vous voyez qu'ici, maintenant, il n'apparaît plus. Donc, à contrario, comme je vous disais, je voudrais que cette partie, l'aile, paraisse dure par rapport au ici. Je peux donc sélectionner via un double clic toute la ligne de Edge, celle-ci également, puis aller dans Mesh Display, et cette fois-ci faire Harden Edge. Vous voyez maintenant nettement que ici, on a l'impression que l'aile s'arrête pour maintenant faire le capot. Faire les UV revient à donner la possibilité à notre objet d'accueillir une texture, une image que l'on aura fait pour habiller, comme du papier peint, notre objet. Il faut considérer que notre objet a une structure qui ressemble un peu à des plaques mises les unes à côté des autres, quel que soit l'objet, et que par-dessus, il y a une peau collée sur l'objet. Notre but dans les UV, c'est de faire des découpes dans cette peau, puis de tirer les bords de cette découpe afin que notre objet se déploie, que la peau de notre objet se déploie, et non pas l'objet. Pour faire cela, les manipulations sont relativement simples. On sélectionne notre objet et on vient dans la fenêtre UV. Ici, on s'aperçoit que les UV sont déjà déployés. C'est normal puisqu'il s'agit en fait d'un objet qui n'a pas été modifié. C'est un objet de Maya, donc il fait les UV quand il crée cet objet. Pour faire comme si on n'avait aucune découpe et aucun UV de base, on va aller dans Create, Camera Based. Camera Based nous crée un instantané de la peau de notre objet telle qu'on la voit ici. Si je me mets dans un autre angle, Camera Based, eh ben, je vais avoir un instantané de la peau de mon objet, non pas de l'objet, de la peau de mon objet, et donc du coup plus aucune découpe, vous voyez, plus rien, pardon, j'ai des problèmes d'ordinateur, il n'y a plus aucun trait blanc sur le modèle, ça veut dire que le modèle n'a plus aucune découpe. Ici, j'ai la peau sur mon écran sans découpe. Je vais donc maintenant, ici, on voit qu'au clic droit, j'ai toujours face, edge et vertex. J'ai deux autres options sur lesquelles je reviendrai. Je vais prendre edge et sélectionner soit ici les edges qu'il me semble falloir découper pour pouvoir déplier mon objet. Donc ici, je sélectionne tout ça. Je pense ne pas me tromper. Même si je me trompe, c'est pas grave, je pourrais revenir en arrière. Je vais faire Shift, je vais le faire sans les raccourcis clavier. Je vais aller dans Cut and Sew et faire Cut. Les traits maintenant deviennent blancs et m'indiquent que la peau de mon objet est découpée. Maintenant, je ne dois pas en rester là. Je vais sélectionner tous les points UV de mon objet ou toutes les faces de mon objet, peu importe, et aller dans la ligne en dessous, Unfold. L'Unfold, c'est l'outil qui permet de passer d'un modèle
coupée, d'une peau coupée à une peau coupée et dépliée. Donc ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, du coup, je me suis trompé. Tant mieux, ça va me permettre de vous faire voir la suite. Donc je vois que je me suis trompé. Je voulais qu'il y ait un seul morceau, et puis là, je m'aperçois qu'il y en a deux. J'ai dû faire une fausse découpe. Je reprends Edge, et quand je sélectionne un Edge, vous voyez, je vois sa correspondance. Puisqu'effectivement, à cet endroit, sur ma peau, il y a deux endroits de la coupe. Mais ici, ça n'équivaut qu'à un Edge. Donc je peux tout à fait maintenant aller dans Cut and Sew et faire Sew. Il a recousu les deux parties. Je vais reprendre tout mon modèle et faire à nouveau Unfold. Il me redéplie, mais sans cette coupe. Et ainsi, je peux manipuler mon objet tant que je le veux. Ici, je vais refaire une coupe, Cut. Ici, je vais recoudre, Sew, voir où j'en suis en refaisant un Unfold. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Ici, je vais faire un cut. Ici, je vais recoudre et redétendre tout ça. Voilà, je suis enfin arrivé à ce que je voulais. Un peu long pour quelque chose qui est très simple. Mais c'est des choses qui arrivent, surtout si le modèle est compliqué. Maintenant, l'opération n'est pas tout à fait terminée. Il faut remettre toute cette peau, tout cet UV, dans la fenêtre ici, dans le premier carré ici. Pour ça, vous le sélectionnez. Je ferme mes fenêtres. Je vais aller dans Arrange and Layout. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre droit. Alors je vais faire Orient Shell. Il va le mettre droit et c'est mieux. Puis ensuite, je vais faire Layout. Layout, il se débrouille pour faire rentrer le modèle le plus justement possible dans la fenêtre. Je recommence les mêmes opérations avec une autre primitive à laquelle il a déjà ses UV. Je prends le modèle, Create, Camera Based. J'ai tout écrasé. J'ai plusieurs façons de découper une sphère, mais là je vais prendre celle que j'utilise le plus souvent personnellement. Je vais prendre une ligne de Edge, Cut and Sew, Cut, sélectionner toutes les faces de mon objet, Unfold. Je vais maintenant dans l'onglet Arrange and Layout, Orient Shell, Layout. L'UV est déplié. Je recommence enfin avec le cylindre, qui vous voyez est très bien déplié en fait d'origine. Mais on va faire comme si, Create, Camera Based, j'ai tout écrasé. Pour faire un cylindre, c'est un peu toujours la même chose. Je sélectionne tous les edges d'en haut, tous les edges d'en bas, et un edge sur la hauteur. Hein, c'est normal parce que sinon c'est un tube qui ne peut pas se déployer. Donc là, ici, je vais prendre n'importe quel edge sur la hauteur. Cut and Sew, Cut. Je sélectionne tout mon modèle. Unfold, Unfold. Vous remarquez ici que la base n'est pas la même que le sommet. Il n'a pas la même taille, ce qui est étrange. J'y reviens. Je vais aller dans Arrange, je vais faire Orient Shell d'abord, puis Layout. Normalement, le Layout devrait vous mettre les choses à la bonne proportion. Si ça n'est pas le cas, comme moi, c'est qu'il y a un problème. Deux choses sont possibles. Soit vous avez oublié de faire Freeze Transformation. Je l'ai fait, donc je vais retenter le layout. Je retente un unfold pour être sûr. Donc il y a bien effectivement un problème.
Si ça vous arrive, il est possible que votre layout soit mal paramétré. Ici, le double-clic ne m'ouvre pas le menu. Pour trouver le menu du layout, il faut aller dans Modify, Layout et ouvrir le petit carré ici. Ça vous ouvre toutes les fonctions du layout. Comme d'habitude, je vais commencer par faire un reset. Essayez de recommencer, mais ça ne va pas marcher. Effectivement, ici, il arrive, suivant votre paramétrage, que par défaut, il ne fasse pas cette remise à l'échelle des éléments les uns par rapport aux autres. Il faut y faire très attention, car on voit ici très nettement que c'est faux. Dans votre layout, vous devez avoir ici Shell Prescaling. Mettez-le en préserve 3D ratio. Si vous recommencez, ici maintenant, vous voyez, il a remis les 3 éléments à leur bonne échelle. Si malgré tout ça, vous avez un problème, il faudra me contacter. C'est qu'il y a un problème de plugin qui arrive assez fréquemment. Une fois réglé, on n'a plus de problème. Une fois votre UV déplié, il va falloir capturer l'emplacement de cette UV dans ce cadre pour pouvoir faire la texture. J'ai ouvert la fenêtre UV. Je vais aller dans Images, UV Snapshot. On paramètre tout ça, l'endroit où on veut sauvegarder l'image, le format, JPEG peut tout à fait suffire, la taille, vous allez très souvent travailler en 1024 ou 2048, Apply, et si vous avez un message rouge, n'oubliez pas, c'est qu'ici vous devez être bien en mode objet. Voilà. Il arrive qu'il fasse une erreur parce qu'en fait on a sélectionné par exemple juste une face, et là ça ne marche pas, il faut bien être en mode objet. On va ensuite travailler sur notre texture, puisqu'on aura le patron, et on voudra maintenant appliquer cette image à notre objet. Une texture ne se met pas sur un objet. Une texture se met sur un matériel, et un matériel se met sur un objet. Donc la première chose à faire, si je pars dans le sens inverse, c'est mon objet, lui mettre un matériel. Un clic droit prolongé sur l'objet, vous ouvrez la fenêtre et vous allez faire Assigner nouveau matériel. Dans tous les choix que vous avez ici, vous ne prendrez toujours que Blinn avec un simple clic. Une fois que j'ai appliqué ce nouveau matériel Blinn, je n'oublie pas de le nommer en l'appelant toujours mat underscore quelque chose. Ici, par exemple, cube. C'est très important pour les nomenclatures, mais aussi pour vous repérer. Vous verrez que très vite, vous allez avoir énormément de matériel dans une scène et que c'est totalement impossible de s'y retrouver puisqu'ils vont être tous plus ou moins gris. Maintenant que j'ai mon matériel sur mon cube, je peux appliquer une texture sur ce matériel. Ici, je vais faire comme si j'avais tout perdu. Je sélectionne mon objet, j'ouvre l'attribut editor. Ici, on voit que j'ai toute la file des opérations que j'ai fait sur mon objet. Ça peut être très long. Si je fais Freeze Transformation, comme dans la Channel Box, ça va me supprimer tout ce qui est inutile comme opération. Et ma liste va devenir beaucoup plus courte. Pardon, je me suis trompé, c'est pas Freeze Transformation, c'est Delete History. Je trouvais ça bizarre. Voilà. Et donc, effectivement, une fois que j'ai fait Delete History, ma liste devient beaucoup plus courte. Et en fin de la liste, je retrouve le matériel. Je vais donc aller cliquer sur ici l'aspect coloré de mon objet, sur le petit damier, puis cliquer sur File, car je veux importer un fichier. Il va vous ouvrir normalement cette fenêtre. Si ce n'est pas le cas, il peut des fois ouvrir sur cet onglet-là. Hein. Il faut revenir sur ce petit onglet-là, puis aller ici sur le dossier pour récupérer votre image.
Normalement, l'image va s'afficher sur votre objet. Si c'est toujours pas le cas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas activé la visualisation des textures.